Je vais donner la parole à Nathalie Séniquier avec son petit peuple là autour d'elle. Donc, vous êtes de l'association de solidarité avec les mineurs isolés étrangers, l'ASMI. Lily, Maury, Laetitia, Sambou et peut-être d'autres qui n'ont pas été D'autres, voilà. nommés. Oui, alors bonjour, merci de nous donner la parole. On a fait une vidéo de 25 minutes qu'on vous a envoyée, en fait, où chaque jeune a filmé sa chambre d'hôtel, a filmé la rue, a filmé la tente dans laquelle il habite. Je voulais quand même revenir sur quelques petites choses qui ont été dites. On parle beaucoup ici de décrochage scolaire. Moi, j'ai envie de parler d'accrochage, c'est-à-dire qu'il y a quand même une loi constitutionnelle qui dit que dans ce pays, quand on est mineur, on a le droit d'aller à l'école. Tous les jeunes ici présents n'y vont pas et n'ont pas le droit d'y aller, alors qu'ils sont reconnus mineurs. Là, je ne parle même pas de ceux qui se battent pour justifier de leur minorité. Ça, c'est quand même un premier point. Si on veut revenir sur le confinement, effectivement, être confiné dans une chambre d'hôtel de même pas 5 mètres, remplie de cafards, de punaises de lit et de souris, quand on n'a pas ses parents, quand on ne peut pas faire ses devoirs parce qu'on n'a pas de connexion et qu'on n'a pas d'Internet et qu'on n'a pas d'ordinateur, et que de toute façon, les professeurs ne peuvent pas venir gérer chaque jeune tout seul en chambre d'hôtel. Quand on voit qu'il y a des UP2A que nous, on a visités, qui sont à moitié vides au milieu de l'année, alors qu'on nous fait croire qu'elles sont pleines et qu'elles ne peuvent plus prendre de jeunes. Quand on voit qu'un jeune qui arrive à 14 ans, des fois attend jusqu'à 16 ans pour pouvoir être scolarisé, pour qu'on lui dise qu'à 16 ans, c'est plus obligatoire et qu'on fasse en sorte qu'il n'ait aucun avenir possible. Tout ça avec l'argent public, je me pose quand même un certain nombre de questions et les jeunes ici présents ont beaucoup de questions à vous poser en vous racontant effectivement leur parcours. Alors oui, le confinement n'a fait qu'accentuer des situations qui étaient déjà de toute façon des situations dramatiques et injustes et anormales, puisque dans 2 jours, c'est la convention, c'est la journée du droit de l'enfant. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut dire, donc je vais leur donner la parole pour qu'ils puissent vous raconter par eux-mêmes un certain nombre de choses. Et je vous enjoins vraiment à aller voir cette vidéo. Donc, ils se sont donné du mal à la filmer. On a fait le montage. C'est Lily qui est présente ici, qui a fait le montage toute seule. La vidéo, c'est 25 minutes en images qui racontent tout ce que vous venez de raconter sur les hôtels sociaux. C'est sur ASMI TV, sur YouTube. C'est la chaîne des jeunes. Ça existe depuis plus de 5 ans. On fait plein de vidéos pour qu'ils puissent prendre la parole et s'exprimer. Et je leur passe le micro tout de suite. Merci. Vous pouvez avoir la garantie que nous allons regarder cette chaîne. Du coup, bonjour, je m'appelle Lily, du coup, et moi, je suis de Paris, et je suis dans l'association depuis qu'elle a été montée, parce que du coup, c'est ma mère, Nathalie. Et du coup, je vais juste vous présenter l'association assez vite. Donc, en gros, depuis 2016, ça a été créé en 2016, il y a eu à peu près plus de 600 jeunes qui sont passés dans l'association. Tous les jours, on fait des activités. Donc, avec le confinement, maintenant, c'est plus que 2 fois par semaine. Mais normalement, c'est tous les jours. Et on fait des activités. Donc, c'est que des bénévoles qui sont professionnels. Donc, par exemple, si c'est un cours de français, c'est des profs à la retraite de français donc, qui étaient profs. On a des projets, on a fait un CD où on fait aussi des concerts, où c'est tous les jeunes et moi, on a écrit des textes ensemble lors d'ateliers d'écriture, etc. On est aussi sur le projet d'une BD et on a plein de cours. On fait des cours de cuisine, on fait du juridique, etc. Donc, du coup, je vais laisser les jeunes prendre la parole. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Laetitia. Parlez fort si vous pouvez et le plus près de la bouche parce qu'on ne vous entend pas très bien avec le masque. D'accord. Vous m'entendez là, ça va? Ah oui, là, c'est beaucoup mieux. D'accord. Donc, je disais que moi, c'est Laetitia. Et je suis arrivée, donc je vais d'abord raconter un peu mon histoire. Et voilà. Et moi, je suis arrivée ici en août 2020 et j'ai 15 ans et demi. Voilà. Et j'ai fait mon évaluation dans le 92. Ils m'ont pris et ils m'ont dit qu'ils allaient vérifier mes papiers. Et 2 mois après, c'est-à-dire que dans le mois d'octobre, ils m'ont donné un rendez-vous le 20 octobre, où quand je suis allée, la responsable de ma référente m'a dit qu'il y avait des anomalies sur mes papiers, donc c'était la fin de ma prise en charge. Et normalement, elle m'a dit que j'avais 2 jours pour quitter l'hôtel dans lequel j'étais logée. Et donc, je suis venue à l'association et l'association a vérifié. Ils m'ont dit que normalement, on ne devait pas me mettre dehors parce qu'il y avait une loi qui interdisait qu'on mette les gens dehors à partir du 16 octobre. Et eux, ils m'ont demandé de sortir de l'hôtel le 22 octobre.
Pourtant, je leur ai dit que moi, j'ai personne ici, je n'ai même pas de parents, j'ai personne parce que je suis venue seule. Donc, c'est l'association ASMI qui est en train de gérer mon recours juridique. Donc, c'était pour vous parler un peu de cette situation-là. Donc, actuellement, je me retrouve dans un squat à Mairie de Montreuil, un squat qui n'est pas vraiment propre, qui n'est pas vraiment adapté, mais je n'ai pas le choix. Donc, c'est là que je dors. C'est vraiment difficile, cette situation. Et moi, j'aimerais vraiment aller à l'école. J'aimerais avoir vraiment une situation stable. Et j'aimerais aussi que Madame, la députée Marie-Georges Buffet, essaie de trouver une solution à nos problèmes. Parce que c'est vraiment difficile. Parce qu'en fait, on se plaint de l'insécurité qui est en train de grandir ici, mais ça dépend de tout ce qui est en train de se passer autour de tout ça. Parce que mettre des jeunes dans des situations assez, tout le temps stressés comme on le fait, c'est vraiment difficile. Tu es stressé de tout, la nourriture, on n'arrive pas à se nourrir comme on veut. Dans le squat où je dors, comme j'ai dit, c'est pas propre. Donc, quand tu dors, tu es tout le temps piqué par les bêtes et tu n'arrives pas à dormir. Souvent, il faut dormir à partir de 3 ou 4 heures parce qu'il n'y a pas de sommeil. Donc, on souhaiterait vraiment que ces problèmes-là puissent trouver des solutions. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Djibril Sissé. Je suis arrivé en France pendant le deuxième confinement, il n'y a pas longtemps. Maintenant, lorsque je suis arrivé, je suis allé à la police parce que je ne connaissais personne ici. Quand je suis arrivé à la police, ils ont appelé la Croix-Rouge pour venir me chercher. Du coup, je suis arrivé à la Croix-Rouge, même jour. Ils m'ont fait dormir dans un foyer le lendemain, puisque j'avais tous mes papiers dans mon sac, j'ai présenté à la police. Donc, ils ont appelé la Croix-Rouge, ils sont venus me chercher. Ils m'ont envoyé dans un foyer. Là-bas, j'ai dormi. Le lendemain, je suis allé faire mon interview, mon évaluation. J'ai fini mon interview, tout ça. Ils sont allés me loger à l'hôtel pendant une semaine. À la veille, après, maintenant, ils m'ont dit que je dois libérer l'hôtel parce que je n'ai pas été reconnu mineur. Je dois libérer l'hôtel demain à 14 h. Maintenant, je les ai demandé. J'ai tous mes papiers originaux. Malgré tous mes papiers originaux, vous me refusez, puisque j'ai des preuves, mais vous me refusez. Là, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas de solution parce qu'eux gèrent l'hôtel. J'ai dit, mais là, je fais comment maintenant? Ils m'ont dit de me rendre à Croix-Rouge. J'ai demandé pourquoi ils ne m'ont pas reconnu. Là, je suis allé. Pendant ce temps, j'ai dormi dehors d'abord, puisqu'ils m'ont dit que je dois rester dehors pour faire mon recours juridique. Quand j'ai attendu dehors, moi, du coup, je ne suis plus allé à la Croix-Rouge parce qu'ils m'ont déjà dit tu dois rester dehors pour faire ton recours juridique. Mais je me suis dit, si je vais à la Croix-Rouge, ça ne sert à rien puisqu'ils m'ont déjà dit. Donc, je suis resté dehors, me promener pendant un jour. Deuxième jour, l'hôtel avait donné, j'avais laissé mon numéro à l'hôtel. Maintenant, l'hôtel a donné mon numéro à l'association ASMI. C'est l'ASMI qui m'a envoyé un message, me demandait là où je me trouve. J'ai dit, je suis dehors actuellement. Ils m'ont dit de venir. Ils m'ont donné l'adresse, je suis venu. Ils m'ont dit d'aller à la Croix-Rouge. Je suis allé à la Croix-Rouge pour aller prendre mon évaluation. Maintenant, dans mon évaluation, je vois qu'ils ont dit certaines choses que moi, je n'ai pas racontées. Ils m'ont dit que je suis trop intelligent pour être mineur puisque j'ai été à l'école. C'est normal que je sois intelligent parce que j'ai été à l'école. Ils m'ont dit que je suis trop intelligent pour être mineur. Maintenant, je les ai demandé, mais avec tous ces preuves-là, les papiers que j'ai, qui montrent mon âge, maintenant, avec tout ça, vous me refusez. Je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont dit que ma situation que je viens de dire, ça n'a aucun lien avec ma situation familiale puisque c'est eux-mêmes qui me posaient des questions. Ils me posaient des questions et puis je réponds. Je ne parle pas tout seul. J'attendais à ce qu'on me pose des questions. Maintenant, je suis là, je suis avec l'association ASMI pour faire mon recours juridique. Donc là, je ne comprends pas, la situation est bizarre parce que j'étais dans la rue. Si ce n'était pas l'association ASMI, j'allais rester dans la rue et puis avoir des problèmes mentaux, tout ça, parce que j'allais penser, parce que je suis seul en France ici. Moi, je suis seul en France, je n'ai personne, je n'ai pas de parents. Là, ça pourrait me pousser à aller faire certains trucs que moi-même, je n'ai pas envie de faire. Concernant la nourriture, comment se nourrir, comment laver ses habits, comment faire ces trucs, je dois dehors. Vraiment, c'était un peu bizarre. C'était un peu bizarre. Comment ça, c'est un peu chiant. Voici un peu comment je suis arrivé en France et puis comment ma situation est actuellement. Donc, du coup, j'attends mon recours juridique. On prend un rendez-vous avec le juge et puis m'exprimer devant le juge. Ouais, je vous remercie.
Bonjour. C'est moi, Mamadou Saïdou Diallo. J'ai 16 ans. J'ai fait ici à Paris, je venu depuis le mars. Je suis hôtel. Pendant 8 mois, non l'école, rien. On ne trouve pas de nourriture bien pour laver les habits. Voilà. Donc, ce jeune est pris en charge en tant que mineur. On lui a dit qu'il était pris en tant que mineur. Seulement, il est toujours dans le premier hôtel dans lequel la Croix-Rouge à Paris met les jeunes, enfin, un des hôtels. Donc, il attend d'avoir un éducateur, il attend d'avoir une vraie prise en charge et d'aller à l'école. Il attend depuis 8 mois. 8 mois. Ça fait 8 mois que ce jeune est tout seul en chambre d'hôtel, sans éducateur, sans personne, livré à lui-même, à ne manger qu'une fois par jour des petits sandwichs. Vous verrez la nourriture qui est proposée dans la vidéo qu'on a faite. C'est assez éloquent. Et à attendre, il ne sait même pas quoi, puisqu'on ne lui explique pas ce qui va se passer. On lui a simplement dit, oui, on t'a pris. Il n'a aucun document qui prouve ça. Il n'a rien du tout. Et il est en attente de transfert. Le transfert, ça veut dire que normalement, soit on l'envoie dans toute la France selon la répartition nationale, parfois dans des endroits où ils ne sont pas attendus, où il n'y a pas de place, où on leur fait refaire tout le processus de dire qui vous êtes, machin, et peut-être on ne va pas le prendre, soit il va rester sur Paris, mais pour l'instant, il n'en sait rien. Depuis 8 mois, à l'âge de 15 ans où l'école est obligatoire en France, il n'est pas scolarisé et il est en attente de rien. Moi, ma question, c'est comment psychologiquement ce jeune va pouvoir se construire, et surtout, il n'y a pas de psy, il n'y a pas de prise en charge médicale, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'il va devenir en fait? Et comment on tient moralement dans ces situations-là? Et ce n'est pas du tout anecdotique. Hein. Nous, on en est à 600 jeunes qu'on rencontre tous les jours. Et ces situations-là, elles sont quasiment tout le temps pareilles. C'est dingue. Donc, l'argent public est là. L'argent public est là pour aller dans des chambres d'hôtel où, effectivement, les hôteliers, certains sont des marchands de sommeil. Certains sont absolument abjects avec les jeunes, sont payés pour leur faire à manger. On l'a vu pendant le premier confinement, le manger n'était pas là. Donc, c'était à nous, en plus, de nous déplacer dans chaque hôtel de la région parisienne pour aller apporter à manger à des jeunes parce qu'on fait de la récup alimentaire et qu'on organise des ateliers cuisine parce que des copains nous prêtent leur cuisine. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas à des gens bénévoles qui ne sont pas payés, dont c'est normalement pas le métier de pallier à tous les manquements de l'État alors que l'argent est là, que ces jeunes sont là et qu'on les traite n'importe comment et qu'on devrait juste avoir honte, en fait. Il y a une convention des droits de l'enfant, il y a quelque chose ici qui s'appelle les droits de l'homme. La France était censée être le pays des Lumières. Alors, excusez-moi, oui, là, je suis un petit peu énervée, mais je trouve qu'il y a de quoi hurler et être très, 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 très en colère, en fait. Et je trouve que ces jeunes sont vraiment très gentils, se comportent vraiment super bien par rapport à ce qu'on leur fait endurer au quotidien. Parce que franchement, imaginez votre enfant de 14 ans à la rue, en proie à tous les trafics, y compris les trafics sexuels. Et je pense qu'après, la discussion sera un petit peu différente. Excusez-moi, je repasse la parole. Si tu veux continuer à dire ou si tu veux passer... C'est bon, c'est moi. Voilà. Et donc, ce jeune, tout ce qu'il y a, c'est... Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Sambou Hissirou. Bon, j'ai 15 ans. J'habite à Paris. Je suis revenu ici en France le mois d'octobre. Je suis là, ça fait 4 semaines que je suis ici. Quand je suis revenu ici en Paris, le premier exemple, j'étais avec mes amis. Bon, depuis on est revenu ici, on est tous séparés. Bon, moi, je n'avais pas de famille. Bon, j'ai le droit de chercher quelqu'un qui peut m'aider. Je suis passé par Croix-Rouge qui m'ont pris en charge. Ça fait 4 semaines que je suis dans le Croix-Rouge, qui m'ont confirmé que je suis mineur actuellement. Mais j'habite dans un hôtel qui s'appelle Trône. Bon, là-bas, ça fait 3 semaines, je ne marre là-bas parce que je ne peux pas dormir bien. Les manger qu'on nous donne, bon, ça me fait mal. Je remarque chaque fois, si je n'ai pas de faim, je suis en bonne santé. Mais si je mange, leur manger 4 heures ou 2 heures, je vais mal au ventre. Bon, là où je dors, pendant la nuit, il y a des punaises qui me piquent. Souvent, il y a des souris même qui passent pendant la nuit. Bon, vraiment, c'est difficile à dormir. Bon, moi, c'est ça que j'ai à vous dire.
Je m'appelle Sambo Isiro. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Abdul. J'ai arrivé en France depuis juillet. J'ai présenté au Croix-Rouge, j'ai fait mon évaluation, j'ai pris en charge. J'ai attendu le transfert, on est orienté à un autre hôtel. Depuis, j'ai arrivé ici, je dors à un autre hôtel. Là-bas, il y a des punaises, là-bas, il y a des sourires. Depuis moi qui est arrivé ici, c'est moi qui lave mon habit. Et même les manger, des fois, il y a des manger, les gens qui amènent là-bas, les dates, c'est fini, les déjà permis. Si je mange, j'ai mal au ventre. Même, je ne dors pas bien. J'ai 15 ans. Excusez-moi, je vais juste rajouter que lui, il est arrivé, ça aussi c'est très frappant, ce jeune est arrivé à 15 ans, a été pris à 15 ans en tant que mineur. Aujourd'hui, on a attendu qu'il ait 16 ans pour le faire encore attendre pour avoir un accès à l'école, en lui disant aujourd'hui que comme c'est plus obligatoire, il n'est pas prioritaire. Et ça aussi, c'est quelque chose de très frappant qui arrive beaucoup trop souvent. C'est-à-dire que ces jeunes arrivent à l'âge où ils devraient être scolarisés, c'est la loi, c'est obligatoire, jusqu'à 15 ans révolue l'école, et on s'arrange pour faire en sorte qu'ils attendent jusqu'à 16 ans, qu'ensuite ça soit plus vraiment possible, et qu'ensuite il faille, pour avoir les papiers après à la préfecture, trouver un CFA et obtenir un patron, donc une formation professionnelle et un patron, ce qui est quasiment impossible si dans son pays d'origine, on n'a jamais pu aller à l'école en fait. Voilà, donc ça aussi, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Le confinement a aussi beaucoup accentué ça. C'est-à-dire que pour les jeunes qui avaient réussi à être inscrits à l'école, ils se sont retrouvés complètement perdus parce qu'il n'y avait personne pour les aider, pour les devoirs, etc., dans les chambres d'hôtel ou dehors, parce qu'il y a aussi des jeunes qui sont scolarisés mais qui vivent à la rue et qui travaillent, mais qui ont été rejetés par le département. Donc, bref, ça serait un peu compliqué. Je pense que vous savez très bien comment ça se passe en fait et comment c'est d'être un jeune mineur isolé étranger, ce que ça veut dire juridiquement. Toujours est-il, c'est que le premier confinement a fait en sorte que ces jeunes se retrouvent en très grande difficulté. Certains ont perdu leur patron parce qu'il y a des entreprises qui ont fermé. Enfin, voilà, là, on voulait un peu vous montrer tous les cas de figure. Les jeunes qui sont ici aujourd'hui sont plutôt là depuis pas très longtemps, on va dire, entre guillemets. Mais je vais vous passer Maury, qui est, si tu as terminé, si je te laisse finir, sinon je vais vous passer Maury, qui est un ancien qui est là depuis 3 ans et qui va pouvoir parler d'autres problèmes liés à la prise en charge, pour le coup. Oui, merci. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Maury. Je fais partie de l'association, ça fait presque 3 ans et 4 ans maintenant. En fait, moi, j'aimerais parler des confinements. En fait, les confinements, c'est mal passé, comme vous le savez, vu que déjà ceux qui vivent avec leurs parents, déjà, si eux ils disent que ça ne va pas, imagine un jeune de 14, 15 qui vit seul dans un hôtel, il n'est pas obligé de dire pour lui, en fait. Comme vous le voyez, en fait, il y a plein de choses qui se passent qui ne sont pas normales, en fait. Exemple, c'est pas parce que si ça va chez moi que je veux que ça va chez tout le monde, en fait. C'est pas ça. Actuellement, moi, je suis en CAP 2e année et je suis dans un appartement à partager. Mais autour de moi, j'ai plein d'amis qui sont là. Ça fait presque 3 ans qui sont toujours à l'hôtel, en fait. Parce que moi, j'ai passé 2 ans à l'hôtel. Je suis arrivé ici à 14 ans. Et jusqu'à 16 ans, j'étais seul à l'hôtel. Et je ne me suis jamais plaint parce que je me suis dit, je n'ai pas le choix, en fait. Parce qu'arriver dans un pays où tu n'as pas de parents, ni mère, ni père, tu es obligé d'accepter tout, en fait. Donc, voilà pourquoi nous, on n'a pas accepté parce que ça nous plaisait. Mais vu qu'on n'avait pas le choix, qu'on a accepté. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont là jusqu'à présent, que je les connais dans l'association, ça fait presque 3 ans, qui ont été prises. Mais jusqu'à présent, rien n'a changé, en fait. Parce qu'ils sont ni à l'école, ni formation. Parce que imagine quelqu'un qui est arrivé, qui n'a jamais été à l'école, on te laisse jusqu'à 17 ans, on t'envoie dans une formation CAP. Imagine quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire. C'est compliqué, en fait, parce que imagine tu dois passer un examen alors que tu ne sais pas lire ou écrire. Ça ne sert à rien, en fait. Donc, du coup, c'est très, très compliqué. Et souvent aussi, on se retrouve dans des hôtels
que les propriétaires des hôtels qui s'en foutent, en fait, qui ne font pas ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils se disent que de toutes les façons, tu es étranger, ça ne va pas aller nulle part. Et quand ils disent ça à des éducateurs, bah, tout ce qu'ils te disent, ils disent on verra, mais ils ne font rien en fait. Et on connaît plein de jeunes aussi qui étaient obligés, qui étaient pris en charge et qui ne recevaient rien par mois de la part de leur éducatrice et qu'ils étaient obligés de faire du n'importe quoi pour avoir de l'argent en fait. Pas parce qu'ils ont envie, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parce que quelqu'un qui a faim n'est pas un homme libre en fait. Donc quand on a faim, on est obligé de faire tout ce qu'on peut pour manger en fait. Donc surtout en France, vous connaissez bien que moi, la vie d'ici, comment ça se passe. Imagine un jeune de 15 ans, tu arrives, tu ne connais personne. Et on te dit, oui, tu as un droit. Dès que tu te rends là, il peut t'aider. Si tu es mineur, tu as le droit à ça, tu as le droit à ça. Et après, tu as des éducatrices qui te montrent que tu n'as pas droit à ça, tu n'es pas la bienvenue. Et vraiment, c'est compliqué. Imagine quelqu'un qui doit t'aider. Et si c'est la personne qui est comme ton ennemi, rien ne va bouger en fait. Parce que, par exemple, moi, quand je suis arrivé à 14 ans, j'ai fait le test de CEO. C'est moi-même qui faisais tous mes démarches pour qu'on m'oriente dans un collège en fait. Et j'ai fait des va-et-vient. À CEO, tout le monde me connaissait en fait. Il disait non, quand il y aura des résultats, on va vous appeler. Je dis non, je ne peux pas attendre. Je vais aller à l'école maintenant ou à jamais. Et je me suis battu et maintenant je suis allé au collège et cette année, je suis en CAP deuxième année et je peux dire ça va, mais je suis en CAP avec les compagnons du devoir. Je ne sais pas si vous les connaissez, c'est eux qui font les meilleures formations en France ici. Et du coup, mais il y a plein de gens qui sont là autour de moi. Quand je les regarde, vraiment, ce n'est pas facile. C'est très, très compliqué. Imagine, avant d'être pris en charge, tu rêves d'être pris en charge. Et une fois pris en charge, et si les problèmes ne se résolvent pas, ça ne sert à rien d'être pris en charge en fait. Et quand on voit tout cet argent que l'État dépense, alors que des gens qui doivent faire ce qu'ils doivent faire, alors qu'ils ne sont pas obligés de faire ce boulot en fait. S'ils le font parce qu'ils ont décidé de le faire. Mais pourquoi? Parce que moi, je me dis que s'il ne le faut pas bien, parce que peut-être en France, quand on est étranger, on peut te faire tout et puis ça ne va pas nulle part. Je me dis, c'est parce que c'est ça. Parce que même moi, mes potes, j'ai des amis qui sont nés ici, on s'est connus à l'école. Quand ils me demandent souvent comment ça se fait qu'à 15 ans, tu es à l'hôtel, ils disent parce que je n'ai pas le choix. Il me dit non, tu as le choix, tu as un droit. Je dis les droits, je crois que les droits, ça ne nous appartient pas en fait. Ça appartient à les enfants qui sont nés ici. Il me dit non, ce n'est pas ça, que les droits appartiennent à tout le monde. Il dit bah, si les droits vraiment ça existe, comment ça se fait que les éducatrices, ils ont le kilo de faire ce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas le droit de faire en fait. C'est ça que derrière, peut-être, ils sont soutenus par des gens en fait. Sinon, parce que moi, si je n'ai pas le droit de faire quelque chose, je ne vais pas le faire. Si je le fais, c'est ça que je sais pourquoi je le fais en fait. Parce que ce qu'ils nous font, ils ne peuvent jamais faire à un enfant qui est né ici en fait. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer cela, mais ils nous montrent toujours les différences en fait. Ouais, tu es étranger, mais tu n'es pas obligé de le dire. Je sais bien que je suis étranger. Et tu dois faire ce que tu dois faire parce que ce métier, je pense qu'ils ne sont pas obligés de le faire en fait. S'ils le font parce qu'ils ont décidé de le faire. Et voilà, c'est des trucs qui sont très, très compliqués. Et il y a un problème aussi. Quand tu commences ton apprentissage, en France, normalement, tu n'es pas payé. Ton patron n'a pas le droit de te payer en espèces. Il doit te faire un virement sur ton compte. Et pour avoir une carte bancaire, c'est compliqué en fait. Les éducatrices ne veulent plus se déplacer pour que tu aies une carte. C'est comme tu bosses, par mois, il n'y a rien en fait. Parce que ce n'est pas la faute du patron. Il ne peut pas te donner ton salaire en espèces. Il est obligé de te faire un virement. Et ce virement, il ne peut pas le faire par magie en fait. Il faut un RIB. Pour avoir le RIB, il faut une carte bancaire. Or, pour aller le faire, tu es mineur. Il faut que tu sois accompagné par un éduc. Si l'éduc ne veut pas, si tu forces après l'éduc, il va dire que tu es mal éduqué. Or, notre éducation ne nous permet pas de manquer de respect à des grandes personnes en fait. Donc, il y a plusieurs problèmes qui sont là. Et moi, je me dis souvent, peut-être que vous ne savez pas en fait. Et là, nous sommes là pour vous expliquer tout. Peut-être que vous le savez, que vous avez oublié, mais on est en train de vous rappeler aussi. Donc, c'est des trucs qui sont c'est des trucs réels, ce n'est pas des mensonges en fait. Si c'était des mensonges, je n'allais pas montrer ma tête en fait.
j'allais me cacher et parler. Si je suis là, c'est que c'est des trucs qui existent et qui sont là en fait. Et là, avec la SMI, on fait tout pour que ça se passe bien avec nous en fait. Parce que c'est une association qui est créée pour nous et par nous en fait. C'est des mineurs isolés. Il y a d'autres même qui ils ont trouvé un nom aux étrangers qui est Blida. Bon, je ne sais pas comment expliquer. Être Blida, si ça veut dire que tu viens de l'Afrique, moi, chez moi, c'est une fierté en fait. Parce que quand tu viens de l'Afrique et qu'on te dit que tu viens de l'Afrique, ce n'est pas une injure en fait. C'est comme quelqu'un qui vient de l'Europe. Si on dit que tu viens de l'Europe, ce n'est pas une injure. Donc voilà des trucs comme ça qui se passent. Il y a plein de problèmes aussi parce que moi, j'ai vu même des jeunes qu'on les payait, on les paye pour qu'ils sortent avec des vieilles dames en fait. Parce qu'il y a d'autres qui acceptent, mais c'est ce que j'ai dit le début de ma parole, quelqu'un qui a faim n'est pas un homme libre. Imagine, moi, quand tu me proposes ça, je ne vais jamais l'accepter. Mais quelqu'un qui a fait 3 jours sans manger, si tu lui proposes ce genre de trucs, mais il va trouver que c'est facile, il va l'accepter. Alors que c'est des trucs qui sont illégaux en fait. En France, il y a une loi et cette loi doit être respectée. Il y a des gens qui se sont battus pour construire ce pays et qui ont voté des lois et ces lois doivent être respectées en fait. Et nous sommes là. Quand il s'agit de lois, il n'y a pas d'étrangers. La loi appartient à tout le monde. On connaît tous nos droits et nos devoirs. Et nous sommes là pour ça. Et je vous dis merci. Merci beaucoup. Avant de passer, excusez-moi, je refais un petit point. Il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, mais juste pour dire que, par exemple, un exemple très frappant, la CAMNA dans le 93, donc la cellule d'accueil soi-disant spécialisée pour les mineurs non accompagnés, donc des éducateurs, ils sont 6 éducateurs pour plus de maintenant, je ne sais pas combien de jeunes, mais je crois qu'ils en ont plus de 120 chacun. Voilà, donc inutile de vous dire que quand vous avez besoin d'être accompagné à l'hôpital, quand vous êtes blessé, quand on doit vous scolariser, quand on doit vous accompagner une première fois au CIO pour passer le test obligatoire pour être scolarisé, il faut d'abord être pris en charge, hein, mais une fois toutes ces choses passées, il n'y a pas d'éducateur en fait, parce que la personne qui est en charge de 120 ou 130 jeunes, effectivement, elle ne peut pas se démultiplier. Donc quand on nous dit que ça a été créé, la CAMNA, dans le 93, pour aider les jeunes, parce que les gens sont censés être spécialisés, je me pose quand même certaines questions. Donc je parle de ça, mais c'est la même chose dans le 94, c'est la même chose sur Paris, où il faut aller à la SAMNA, au SEMNA, c'est-à-dire que le jeune, si c'est le week-end, qu'il est blessé ou qu'il est malade, il n'y a personne en fait, il n'y a personne d'astreinte, il n'y a pas d'éducateur, il n'y a jamais d'adulte référent, jamais. Voilà. Donc ces jeunes doivent se débrouiller tout seuls. Et moi, j'ai déjà été appelée en pleine nuit pour accompagner un jeune moi-même à l'hôpital, ce que normalement, je n'avais pas le droit de faire. Quand je suis ensuite allée voir son éducatrice le lendemain pour lui dire, voilà, on a pris un taxi, ça m'a coûté 50 € l'aller-retour. Et on m'a dit, écoutez, madame, de toute façon, on ne fera rien pour vous rembourser. Et puis, c'est comme ça. Je trouve ça un peu léger. Voilà. Donc, je te repasse la parole. Bon, on va... Mohamed, il parle anglais. Mohamed vient de Gambie. Attendez, parce qu'il est déjà 15h43. Il faut absolument que tout le monde puisse prendre la parole, ceux qui ont envie de poser des questions à tous ces jeunes. Donc, il reste un interlocuteur chez vous, c'est ça? Oui, c'est ça. On va faire vite, excusez-nous. Et vous demandez assez rapidement, d'accord? Donc Mohamed, qui est là, il est gambien, il parle anglais, donc je vais dire juste pour lui, il est dans la rue depuis plusieurs mois et donc il dort dehors, sous tente, alors qu'on est en plein confinement et que normalement il devrait être mis à l'abri quelque part. Et je te passe donc le micro. Bonjour, je m'appelle Mohamed Diallo, je suis là, ça fait 3 mois maintenant et quand je suis arrivé à Paris, j'ai rencontré une association qui m'a donné à manger. Ils m'ont expliqué qu'il y a Croix-Rouge à quelque part que je peux partir là-bas et qu'ils peuvent m'accueillir. Et je suis arrivé là-bas, avec mes documents, tout ça là. Et j'ai fait l'interview là-bas. Après l'interview, maintenant, ils m'ont amené à l'hôtel. Après 2 jours, on m'a confirmé, on m'a reconnu mineur. Et ça fait 3 mois maintenant, je suis à l'hôtel. Je ne pars pas à l'école, on ne m'a pas transféré. Quand je demande les éducateurs comment ça se passe, il y a des autres qui viennent et ils parlent, pourquoi moi je ne parle pas? Ils me disent non, c'est Croix-Rouge qui décide. Et quand je parle au Croix-Rouge encore, eux aussi disent que non, c'est la juge qui décide. Et ils ne vont jamais te dire où est la juge, où est les autres. Et après, il y a des choses encore qui se passent à l'hôtel. On te donne savon à se laver, mais c'est le même savon qu'on prend encore pour laver notre habit.
Il n'y a pas lave-vaisselle, il n'y a rien pour laver tes habits. C'est le même habit c'est le même savon que tu prends pour te laver. C'est le même savon encore que tu vas laver tes habits. Et ça ne dure pas encore. Et ce qu'on te donne, on te dit que non, savon là, tu dois garder ça jusqu'à 1 mois. Et le savon là aussi, ça n'arrive pas à 1 mois. Tu dois te laver avec le même savon. Après, tu vas laver tes habits avec le même savon. Et après encore, parce que le matin, le soir, on te donne un ticket pour partir manger au restaurant. Mais c'est toi et le restaurant, c'est 30 minutes comme ça, 40 minutes comme ça. Tu prends métro, tu peux prendre 3 ou 4 métros comme ça là, pour partir manger. Et quand tu arrives là-bas aussi, à restaurant là-bas aussi, on te donne pas beaucoup de manger. Tu manges manger là. Avant d'arriver à la maison encore, tu as fait même. Parce que le manger n'est pas beaucoup et il y a beaucoup de personnes et tu ne manges pas bien encore. Et le soir encore, le manger qu'on te donne le soir, tu n'as pas de soir. On ne te demande pas quel manger que tu veux manger ou bien on ne te demande pas ce que tu veux. Le manger qu'on t'amène, c'est ça que tu dois manger. Et nous, on n'a pas habitué de manger tous les mangers. On nous amène même des mangers qu'on ne connaît même pas. Et quand on goûte encore, c'est pas bon encore. Et j'ai un ami, j'ai un ami qui était à l'hôtel, qui était très, très malade. Il était très, très malade. On l'a frappé en Libye. Il a eu opération à ses jambes-là. Il n'arrive pas à marcher. Pour marcher, même, il ne peut pas sortir à la maison pour prendre le métro, pour rentrer, pour partir au restaurant. On lui donne manger tout ça là-bas. Et l'association m'a demandé de l'accompagner à l'hôpital parce que même si toi, tu es malade à vendredi, tu dois attendre jusqu'à lundi pour partir à l'hôpital. On ne te dit pas non, samedi, il faut partir à l'hôpital ou dimanche, il faut partir à l'hôpital. Non, tu dois attendre jusqu'à lundi pour partir à l'hôpital. Et maintenant, lui, là, on ne s'est pas occupé de lui. Actuellement, on ne l'a pas bien traité et lui, il est quitté à l'hôpital. On ne sait même pas il est parti où. Et je l'appelle, il ne répond pas. Merci quand même merci de m'avoir écouté. Marie-Georges Buffet, je te laisse la parole. Après ces très longs témoignages édifiants, bien entendu, qu'il n'aurait surtout pas fallu manquer dans notre commission d'enquête, même si certains ont l'impression de s'exprimer de façon un peu parcellaire, hein, mais clairement, c'est aussi une des facettes qui s'est mieux révélée quand même pendant le confinement et pendant la crise. Bonjour à vous tous et vous toutes. Merci Madame la Présidente, merci bien sûr pour vos témoignages, mais je dirais au-delà de vos témoignages, pour votre engagement, pour le combat que vous menez les uns et les autres. Je crois que la crise a été en effet, vous avez été plusieurs à le dire, a mis la lumière sur des choses qui existaient déjà, sur ces violences institutionnelles, l'une de vous l'a dit, et je partage ce terme de violence institutionnelle, dans le fait que la République, et donc nous sommes vraiment sur des questions politiques, la République n'assure pas à tout un certain nombre d'individus les droits essentiels, droit à un toit, droit à la santé, droit à l'éducation, droit à pouvoir grandir avec sa famille, etc., etc. C'est-à-dire que la crise a mis en lumière tous les manquements liés à des politiques menées pendant des décennies et des décennies qui font que toute une partie de la population sur notre sol n'a pas accès à ces droits. Alors moi, j'ai d'abord noté vos recommandations, c'est-à-dire tout ce que vous pensez qu'il faudrait que l'État mette en œuvre. Je les prends un peu dans le désordre, mais d'abord tout ce qui concerne l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. On a auditionné des départements, on a auditionné des associations, déjà on a auditionné monsieur le ministre en charge de la protection de l'enfance et de la famille. Chacun admet quand même qu'il n'y a pas les moyens nécessaires pour accueillir en pleine dignité les jeunes mineurs qui arrivent sur notre territoire. On peut bien sûr se tourner vers les départements, mais chacun admet quand même qu'il faut que le rôle de l'État en accompagnement des départements et en contrôle de l'action des départements soit accentué. Et je pense que ça sera, pour notre rapport, une recommandation importante. Deuxième chose,
c'est cet hébergement en hôtel. Ça a été souligné, notamment par Manon Fillon et par d'autres. On ne peut pas utiliser l'argent public à payer des hôteliers sans qu'il y ait un véritable cahier des charges et de véritables contrôles sur le respect de ces cahiers des charges. Donc, moi, je vais proposer, et je pense que Madame la Présidente en sera d'accord, aux différents commissaires, que cette commission d'enquête soit suivie par une enfin, je ne sais pas ce qu'on fera, une mission, quelque chose, sur ce point précis de l'hébergement en hôtel et de la gestion par l'État de cet hébergement en hôtel. Il faut qu'on obtienne des éléments sur le contrôle qui est effectué ou non, sur le coût de ce que ça représente, etc. Moi, j'en fais une affaire extrêmement importante, bien sûr pour les jeunes qui sont hébergés en hôtel, mais également pour les familles qui ont connu pendant le premier confinement une situation, y compris de faim, dans ces hôtels du 115. Donc, Marie-Georges, je t'interromps juste là-dessus parce qu'il y a une mission en cours ou qui est peut-être même terminée, qui a été lancée par Adrien Taquet sur les hôtels sociaux. Non, mais ça, c'est une mission du ministre. C'est une mission du ministre. Ben, il faut voir où elle en est et si elle a couvert la période de crise ou si elle s'était arrêtée avant. Donc, on regardera la mission du ministre, mais il faut aussi que nous, parlementaires, on joue notre rôle de contrôle par rapport à ça. Clairement. Ensuite, il y a la question du maintien du droit à la santé, l'accès à l'eau. Nos filles en a parlé très longuement. Nous avions en effet défendu, dans la précédente mandature, une proposition de loi pour le droit à l'eau, qui a été adoptée mais vidée de son contenu par l'ancienne majorité. Ils ont voté la loi, mais après avoir vidé l'essentiel, notamment l'obligation pour les collectivités territoriales de garantir l'accès à l'eau à toute personne vivant sur le territoire de cette collectivité. Ça me paraît une question à remettre aussi dans les recommandations de la commission d'enquête. On avait déjà noté l'arrêt des expulsions, toutes les expulsions, pas simplement les expulsions locatives pendant une période de crise, donc y compris les évacuations de bidonvilles, etc. Il faut que tout soit stoppé pendant cette période de crise. J'en viens maintenant aux questions scolaires. Ce qu'a dit Madame Coulibaly, notamment, sur le besoin de médiation scolaire, on y reviendra certainement, mais sur la question de la scolarité elle-même et sur la durée des classes adaptées. 6 mois, 1 an, et ensuite l'enfant se trouve projeté dans l'enseignement ordinaire lorsqu'il n'a pas toujours peut-être acquéri les capacités pour se faire. Donc, il y a certainement à interroger l'éducation nationale sur une modification de l'organisation de ces classes pour enfants qui sont primo-arrivants, qui n'ont pas dans leur famille l'accès au français, etc. Donc, je pense que ça doit être aussi tout à fait retenu comme une proposition qui m'apparaît importante. Alors maintenant, j'en arrive à des questions. Quelqu'un a parlé de 5000 enfants exclus de l'école. D'après vous, quelles sont les raisons, je dirais, concrètes, excusez-moi, mais est-ce que c'est une difficulté pour les familles d'avoir accès au processus même de l'inscription? Qu'est-ce qui, dans l'inscription elle-même, bloque la réception ou pas de ces enfants dans l'école? Je rappelle que l'instruction est obligatoire, on parle bien de l'instruction obligatoire de 3 à 16 ans. Donc, à quel moment les choses ne se font pas ou n'aboutissent pas? Quel est le comportement? Vous avez tous et toutes valorisé le comportement des enseignants, des maîtres, des maîtresses, mais quel est le comportement de l'administration éducation nationale par rapport à ce phénomène d'exclusion des enfants de l'école? Les médiateurs scolaires, donc vous avez tous désiré qu'ils soient plus présents, plus nombreux, comme les éducateurs spécialisés au niveau de l'ASE. Je crois que c'est une catégorie C, un concours de catégorie C pour obtenir ce poste de médiateur scolaire, si j'ai bien vérifié, dans la fonction publique. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez un peu comme réforme par rapport à ce rôle de médiateur scolaire? Je m'arrêterai là parce qu'il est déjà très tard.
De la même manière, qui souhaite intervenir pour répondre? Oui, volontiers. Alors moi, je veux bien répondre très vite. L'accès aux soins, il a été complètement bloqué lors du premier confinement. Donc pour les jeunes filles, il faut quand même savoir que les jeunes qui viennent ici, j'espère les jeunes que je ne vais pas vous choquer, mais je pense qu'il faut que vous puissiez l'entendre, beaucoup sont passés par la Libye, ont donc eu des parcours migratoires que vous connaissez obligatoirement. Donc ça veut dire être vendu comme esclave, être violé, garçon ou fille. Donc quand on arrive ici et qu'on ne peut même pas faire un test pour savoir si on a le VIH, pour savoir si on est enceinte, quand on est une fille, beaucoup de jeunes filles arrivent enceintes et sont aujourd'hui dans la rue lors du deuxième confinement. Là, moi, j'en connais qui sont dehors, enceintes, à 16 ans. Voilà, donc pour répondre à votre question, l'accès aux soins, il est quasi inexistant. Et déjà, en temps normal, il est très compliqué. Mais alors, en période de crise et de confinement, on oublie, quoi. Il y a beaucoup de jeunes ici qui ont des pathologies qui pourraient tout à fait être soignées, mais qui ne sont pas soignées. Il y a aussi beaucoup de jeunes, quand ils sont en attente, comme les jeunes qui vous disaient qu'ils attendaient depuis plus de 8 mois, alors qu'ils sont pris comme mineurs et qui devraient être mis à l'école, ils devraient aussi, pour certains, subir des opérations, parce que lors des parcours migratoires, ils ont eu des membres cassés, ils ont eu des choses assez terribles. Et on ne veut pas, tant qu'ils ne sont pas scolarisés et tant qu'ils ne sont pas donc, dans cette boucle vraiment reconnus comme mineurs, parce que là, ils le sont, mais ils sont encore dans un espèce de flou artistique. Tant que tout ça n'est pas mis en place, ces jeunes n'ont pas le droit d'être soignés, en fait. Voilà, ça fait aussi partie des gros problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Et effectivement, finir, excusez-moi, ça n'a pas trop de rapport, mais c'était quand même finir sur les préfectures, parce qu'après tout ce parcours cauchemardesque pendant des années pour arriver à trouver un travail et à faire quelque chose pour son avenir, quand on se rend compte que les préfectures ne donnent plus de rendez-vous et donnent par la suite des titres visiteurs à ces jeunes, ça veut donc dire qu'on leur interdit de continuer leurs études et de travailler, pour plus tard les renvoyer chez eux, on peut aussi se demander à quoi tout ça rime et on peut se poser des questions. Voilà. Je vous remercie en tout cas et j'espère que tout ça aura servi à quelque chose. Et effectivement, pour nous, la priorité, c'est ces jeunes ont le droit d'aller à l'école. Ils ne sont pas mis à l'école. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Je vous remercie.